Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Zoom Éco Télévision. Aujourd'hui, allez, disons 5 thématiques, mais on en dira 4 parce que l'autre sera regroupé dans le 4e sujet. On commencera par la question des accords conclus avec le FMI. Des accords estimés à près de 2,8 milliards de dollars américains. Pour quelle finalité? Pour quel investissement exactement? On parlera également de l'élaboration du plan stratégique pour l'amélioration du climat des affaires. Que fait-on de la feuille de route élaborée récemment avec l'ANAPI? Risque de télescopage y a-t-il? Les invités vont tenter de répondre et puis on parlera des mauvaises conditions de travail des Congolais dans les sociétés gérées par les étrangers, libanais, chinois, que sais-je encore. Le gouvernement se réveille enfin, mais se réveille comment et avec quelles mesures? Impact des embouteillages dans le ralentissement de la production à Kinshasa, mais également le réserve d'échange qui atteigne un niveau record. Mesdames, Messieurs, si vous nous avez pris en cours, merci et bienvenue dans Kiosque Éco. Bienvenue Marie Bakoumania est là présent avec nous après un long moment d'absence. Oui, merci. J'étais absent du pays et on est de retour. On rentre pour rendre service à la République. Le devoir appelle. À côté de lui, Amédée Morabou, toujours disponible et toujours présent. Bonjour, Gardi Diana. Et à Serge Nseka qui revient après la dernière prestation, un peu recherché. Aujourd'hui, il est là. Toujours disponible et quand on me fait signe, je suis là. Bonsoir à tout le monde. Et aujourd'hui, sans Moniere, Faustin Kodiasala est là. Merci pour l'invitation. Alors, je crois que vous allez garder la main. On va commencer par la première thématique aujourd'hui. Après la conclusion historique de la 6e revue, la RDC trouve un terrain d'entente et signe des accords avec le FMI. Au-delà de la facilité de crédit élargi, on parle de fonds de résilience et durabilité qui seraient directement orientés vers le projet d'investissement. Mais le Congolais se posant toujours des questions. Quel impact par rapport à ces accords tant vantés par le gouvernement congolais? Merci pour la question. Évidemment, il y a des petites précisions qu'il faudrait d'abord apporter par rapport à ce qui vient d'être fait au terme d'une mission des experts du département Afrique du Fonds monétaire international. Parce que j'ai compris que dans l'opinion publique, on est en train de confondre. C'est comme si on prenait les deux accords pour un, alors qu'il y en a deux. Il y en a deux, comme vous avez précisé. Le premier, c'est évidemment l'accord qui fait suite à celui qu'on a conclu dernièrement, au titre de la facilité élargie de crédit, oui, qui est destiné essentiellement à réconforter notre balance de paiement. Oui. Et le deuxième, c'est ce que vous avez dit, ça entre dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, au titre de la facilité pour la réduction, tout ça, la résilience et la durabilité. Évidemment, le deuxième accord, vous savez, depuis un temps, le FMI est en fait au centre de toutes les initiatives du G20. Vous savez, quand il y a, à la suite de l'accord de Paris, qui a mis en place un certain nombre d'indicateurs dans la lutte contre le changement climatique, les pays ont convenu, surtout les pays riches, les 20 pays riches ont convenu de créer un trust fund pour aider les plus pauvres dans la résilience contre le changement climatique. Évidemment, ces fonds-là ont été mis à la disposition du Fonds monétaire international. Et sur ces chapitres-là, l'opinion doit comprendre que la RDC n'est pas le premier pays. Il y a d'autres qui ont déjà bénéficié de ce fonds. Il y a même qui en ont bénéficié d'un montant plus important que le nôtre. Même si ça devait hériter certains, je dois dire que le Rwanda en a eu pour 3 milliards. Si, ça va vraiment hériter. Donc vous comprenez déjà la proportion. Bon, je ferme la parenthèse. Bon, le plus important, c'est qu'on est dans un processus. On est dans un processus. Et même quand vous lisez le communiqué de presse de la mission du FMI, on précise que les préalables, les deux parties se sont mis d'accord sur les préalables. Donc jusque-là, les gens doivent connaître qu'on n'a pas encore... les deux accords ne sont pas encore formalisés. On doit attendre l'avis du conseil d'administration du fonds qui se réunit au mois de janvier. Donc ça, c'est une précision de taille. J'ai l'impression qu'il y a l'euphorie, c'est comme si tout est déjà bouclé. C'est déjà un acquis. Et c'est déjà un acquis. Non, il faut attendre. C'est vrai que par tradition, la probabilité est infime que le conseil d'administration aille à l'encontre de ces experts. Ça, c'est presque exclu. Mais ce qu'il faut retenir, ce que moi je pense, mon opinion, c'est que, vous savez, je crois l'avoir dit sur votre plateau, l'histoire du FMI et ses membres, particulièrement pour le cas de la RDC, c'est comme l'histoire du médecin et du malade. Okay. C'est-à-dire qu'il ne faut pas
quelque part, il faut, quand le médecin ou les malades a toujours besoin d'un médecin, on doit se poser des questions. Soit le médecin qui fait un mauvais diagnostic et qui prescrit un mauvais traitement, ou soit c'est le malade qui est inconscient, qui ne respecte pas la cure. Qui ne respecte pas la thérapie qui lui a été proposée. Et c'est le cas avec nous. C'est le cas avec nous. Moi, ça m'étonne que les gens se réjouissent qu'on a conclu avec le fonds, on nous a apporté 2 milliards, oui, 2 milliards 87, mais ça devait être une honte parce que chaque fois que vous allez vers le Fonds monétaire international, cela voudrait dire que vous êtes incapable de mettre en place les réformes convenues avec les partenaires extérieurs. C'est ça la grande leçon. Parce que quand vous lisez le communiqué qui a été délivré le 13, et vous revenez sur tous les communiqués qui ont suivi les 6 dernières revues de l'accord qu'on venait de conclure, vous allez voir qu'on est pratiquement dans les mêmes termes. C'est-à-dire qu'on répète presque les mêmes choses. On vous rappelle qu'il faut bien dépenser, on vous rappelle qu'il faut une coordination entre les politiques monétaires et les politiques budgétaires, on vous rappelle qu'il faut diversifier votre économie, on vous rappelle que non, voilà, il faut mettre à profit votre potentiel forestier. En fait, on revient sur la même chose. C'est pourquoi il faut que chez nous, que cette attraction vers le FMI devrait plutôt susciter un débat national pour qu'on dise finalement quand est-ce qu'on va s'émanciper de cette même mise des partenaires extérieurs. Exact. Ça, c'est mon point de vue à ce stade de débat. Évidemment, on va continuer et je pourrais... Merci beaucoup. Alors, Amédée Boramou, la question c'est que, en fait, Faustin Kodiassala bat peut-être en brèche l'euphorie de certains et partagée d'ailleurs par beaucoup de Congolais qui pensent que c'est quand même un élément essentiel, surtout pour la RDC. Mais quel est le regard que vous jetez sur ces 2 accords, au-delà du fait qu'on n'est pas le premier à pouvoir en bénéficier? Bon, les regards, c'est que, bon, d'abord, ces 2 nouveaux accords viennent à la suite d'un premier que nous avons conclu avec succès, qui est la facilité élargie des crédits, qui était assortie d'un montant de 1,5 milliard de dollars. Donc, déjà, le fait que nous commençons à comprendre ces langages avec ces institutions financières internationales, c'est une très bonne chose. Ça veut dire que du moment que nous sommes en harmonie avec le FMI, ça nous ouvre de portes de tous les autres partenaires financiers internationaux. Ça, c'est un gain. Ça renforce notre crédibilité. Ça renforce notre crédibilité à l'international. Ça veut dire que nous pouvons parler avec tous les autres banques multilatérales de développement, avec le Club de Paris et tous les autres. Donc c'est ça c'est un gain quand même important qu'il faut souligner. C'est vrai que on n'a pas encore validé l'accord, c'est un accord préliminaire, mais comme Faustin l'a dit, il y a une forte probabilité que cela puisse être validé par le conseil d'administration du FMI en janvier. Mais ce que moi je voulais dire, c'est que c'est vrai, nous allons obtenir 2,8 milliards de dollars, 800 millions de dollars sur 3 ans. Donc, si vous calculez bien, ça ferait 900 millions de dollars par an. Nous sommes un pays de 100 millions d'habitants. Alors, si on veut faire une corrélation pour dire que voilà, nous venons de recevoir 2,8 milliards de dollars, quand on divise par les 100 millions de Congolais, ça veut dire que l'FMI a investi 28 dollars sur chaque Congolais. Vous voyez que c'est insuffisant. En fait, l'apport extérieur des partenaires extérieurs a toujours été un appoint, un complément. Donc, ceci devrait nous tourner, nous, à l'intérieur. Parce que, vous voyez, nous avons tellement de défis qui demandent énormément d'argent. Et donc, ce n'est pas avec les fonds qui nous sont donnés, notamment par le FMI, et qui pourraient nous aider à faire des pas de géant dans notre développement. Donc, moi, je pense que ceci devait pousser le gouvernement, en tout cas les pouvoirs publics, à repenser notre modèle économique, à voir dans quelle manière on peut financer notre développement. Puisqu'au fait, notre problème, c'est quoi? C'est de nous développer. Mais comment on va se développer et si on n'a pas suffisamment de moyens? J'aime toujours revenir sur ce que j'ai toujours dit sur ces plateaux, que nous avons 4 factures importantes que nous devons régler. D'abord, la facture de l'énergie, 66 milliards de dollars
pour atteindre un taux d'électrification de 100%, 66 milliards de dollars. Nous avons le plan d'industrialisation, c'est 58 milliards de dollars. Nous avons les réseaux routiers pour moderniser les 58 000 km de routes. Ça nous demande 58 millions de dollars. Et 58 milliards de dollars, ainsi de suite. Donc, vous voyez que tous ces projets-là, ce sont des gros projets qui nécessitent beaucoup d'argent. Donc, il nous revient à nous de savoir que les partenaires extérieurs, d'ailleurs tout le monde sait qu'on est en train de dénoncer cette architecture financière internationale parce qu'elle est incapable de parvenir à juguler les crises, notamment dans nos pays. Et répondre aux vraies questions structurelles. Et donc, la balle est dans notre camp pour repenser comment nous devons financer notre développement. C'est ça la grande question. La grande question, merci. Voilà. Alors Serge Nseka, je vais puiser un peu dans l'intervention d'Amédée. C'est vrai, aujourd'hui, s'il faut regarder la facture établie par Amédée Morabou, c'est-à-dire que c'est, j'ai envie de dire, c'est un plan qui doit s'établir à combien, 10, 15 ans. Mais la question c'est qu'aujourd'hui, aussi quand il dit que rester aux côtés des institutions de Bretton Woods, c'est une manière pour nous d'améliorer notre crédit ou encore notre réputation, question d'étirer aussi l'investissement pour aller justement vers ces développements qu'il veut. Maintenant, quelle est la part de choses? Est-ce qu'il faut s'arrêter, il faut continuer, il faut rester ce bon élève du FMI comme on semble l'être maintenant, ou à la limite, il faut développer d'autres types de rapports avec ces institutions? Je comprends le besoin d'Amédée de vouloir voir le Congo faire de pas des géants, mais il ne faudrait pas oublier d'où nous venons. Et je crois qu'après toutes les revues qu'on a depuis 2001 jusqu'à ce qu'on puisse atteindre le point d'achèvement, et aussi qu'on continue avec les autres revues avec le Fonds monétaire international jusqu'à la 6e, qui démontre à mon avis la volonté, l'effort, les sérieux du gouvernement, parce que on peut tout dire, le fait de parvenir à un accord avec le FMI, c'est à mettre à l'actif du gouvernement de la République, pour ne pas citer de l'argentier, c'est lui qui pilote les opérations de finances, donc pour ne pas le citer, et que cet effort-là, bien que Faustin puisse m'aider, constater que c'est 2,8 et demi, 2,87, 2,87, oui. C'est presque rien, mais à parvenir à cela, c'est gage de crédibilité pour le gouvernement, pour l'administration financière de la République démocratique du Congo. Ça, il faudrait les saluer d'une part. D'autre part, nous avons ces accords conclus à deux volets. Il y a le fait que le deuxième sur le plan de la protection de la nature. Et l'accord qui sera validé au mois de janvier et qui servira s'étendre sur 3 ans. 3 ans, parce que ils n'auront pas d'autres éléments, à moins que nous fassions des bourdes, à moins que nous sortions de ce qui est convenu. Et c'est dans ces cas-là qu'on pourra revenir. Sinon, le conseil d'administration va se pencher sur ce qui a été proposé, les travaux des experts de la Banque de la République démocratique du Congo et de FMI. Mais ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer? Cet accord est assorti des conditionnalités. L'argent est presque préaffecté dans le social, l'éducation, tout le reste, là, pour créer des débouchés de manière à ce qu'on puisse résorber un peu la pauvreté, que la situation économique puisse un peu être allégée pour la population. Il y a déjà un programme qui est rattaché à ces fonds-là, d'une part. D'autre part, nous avons le Fonds pour la protection de la nature. Nous sommes, après l'Amazonie, le grand poumon. On dit plus après, parce qu'avec ce qui est arrivé à l'Amazonie, on passe peut-être premier. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez soulevé que le Rwanda a plus d'argent que nous, mais l'hypocrisie de la communauté internationale après l'accord de Paris, qui a proposé qu'on puisse mettre... C'est l'hypocrisie ou l'efficacité dans les négociations de Je dis l'hypocrisie des pays pollueurs. Pollueur, on l'a constaté à Bakou. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut nous dire les retombées de COP29? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce que nous avons obtenu? Donc, c'est pas encore fait. Mais c'est-à-dire, ce sont des préhensions, des appréhensions. Si vous suivez tous les analystes qui se penchent sur ces dossiers, mais on n'a pas à
on n'est pas prêt à atteindre les 1000 milliards que l'accord de Paris a prévu, entre autres pour soutenir les pays pauvres, pour soutenir les pays tels que la République démocratique du Congo, qui constitue un contrepoids à ces phénomènes de changement climatique. Et puis le choix d'Azerbaïdjan, un grand pays pollueur, un grand producteur de gaz et de carburant, on va le faire là-bas. C'est-à-dire, à un certain moment, je parle de l'hypocrisie, déjà, on ne met pas suffisamment d'argent, et je suis d'accord avec les amis quand ils disent 1,1 milliard de dollars, c'est rien pour que le Congo puisse ne pas abattre ses arbres et protéger la nature, c'est pratiquement rien, mais ça c'est moqué de nous. Alors dans ces cas, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait que nous ayons une administration financière, mais aussi avec des départements sectoriels qui puissent mettre cette communauté nationale, internationale pollueuse devant ses responsabilités. Je vous rappelle, avons-nous des arguments pour le faire? Je vous rappelle, Serge Senghor, lors de la COP21, c'est un Congolais qui a piloté l'équipe, les négociations des pays dont vous appelez pays pauvres et endettés. Aussi pas nous, je passe en citant. L'ambassadeur aussi. Malheureusement, après, le constat était amer. Est-ce qu'ils en avaient le pouvoir, la possibilité de contraindre les autres à respecter leurs engagements? C'est une difficulté, ça. Mais je pense que nous ne sommes pas dans l'armée du salut, ou la Caritas, où nous allons supplier. Ceux-là ont besoin de quoi? À un certain moment, l'accord de Paris fixe le taux d'émission de gaz à 1,2 qu'on doit maintenir. Mais qui pollue? Qui pollue? Ce sont les pays riches, soi-disant riches, qui refusent aujourd'hui de mettre l'argent dans la poche pour ouvrir le portefeuille pour soutenir les efforts des pays du Sud. Alors, comment allons-nous concilier les développements et la conservation de ces forêts alors que nous avons les moyens revenir, même si on est trop parti sur les questions de climat, on va revenir sur la thématique. Non, mais ça revient. Si, je sais. Ce n'était qu'une direction, c'est lié, on sait. C'est lié, c'est-à-dire que sans argent, ce qu'on fait là, c'est peut-être de la poudre aux yeux. On peut aller loin, et moi je crois à cette volonté de la compétence du gouvernement à travers le ministre des Finances, le ministre de l'Environnement, de monter un peu en puissance par rapport à ça, d'obtenir plus, parce que si ceux qui n'offrent rien obtiennent ce qu'ils peuvent obtenir, pourquoi pas nous? On espère qu'ils seront capables de pouvoir négocier différemment. Alors, bienvenue Marie Bakoumania. La question, c'est que quand vous parlez à chaque Congolais, même l'élite du Fonds monétaire international, le regard qu'on a, c'est généralement de financement parfois sans impact, généralement qui n'apporte pas vraiment sur les questions de développement. Aujourd'hui, la RDC franchit un cap assez important, mais la grande question du Congolais, est-ce que c'est un bénéfice majeur pour le Congo de pouvoir conclure ces désaccords? Et si oui, qu'est-ce qu'il apporte exactement? Oui, absolument. Conclure des accords avec les institutions financières internationales, c'est un gage de crédibilité sur le plan de la gestion de la gouvernance. C'est aussi une manière, Faustin a fait allusion à un médecin, mais moi je pense que le FMI, la Banque mondiale, les institutions financières internationales ne sont pas là que pour guérir. Ils sont là également pour le contrôle de routine. Non, pour accompagner. Moi j'appelle ça accompagner. Ouais. Et je pense que ces accompagnements-là qui permettent à ce que les autres États qui n'ont pas le temps de venir fouiner dans nos chiffres, dans nos livres, cet accompagnement-là permet à ce que les investisseurs privés et publics se disent ce pays-là est quand même fréquentable. Mais aujourd'hui, lorsque vous signez un accord, vous atteignez d'abord, vous concluez d'abord un programme avec le FMI, c'est une grosse victoire. On peut ne pas aimer ceux qui ont concouru à ce qu'on obtienne ces résultats-là, mais c'est une grosse victoire pour le pays dans la mesure où, depuis que le pays a existé, on n'a jamais conclu un programme avec le FMI. Mais là, on a conclu, on est maintenant dans la deuxième phase, c'est la consolidation de ce que nous devons faire pour que nous puissions ne fût-ce que recevoir ces 2 milliards. Vous savez, les tableaux que peint Amédée régulièrement pour nous rappeler à tous qu'il faut autant de milliards pour des routes. Il faut construire, par exemple, je prends l'exemple de routes, 58 000 km de routes. Ça ne se fait pas en une année, c'est impossible. Ça veut dire que nous sommes dans les profondeurs des eaux
Il faut que nous sortions de la zone d'apnée pour que nous puissions ne plus que respirer. Et chaque centimètre qui nous permet de remonter à la surface est le bienvenu, chaque centimètre. Mais pour autant, par rapport maintenant au deuxième volet de cette problématique de ces financements du Fonds monétaire international sur le plan climatique, moi je pense que ici, c'est de notre responsabilité. Et Serge a raison de dire qu'il s'agit de l'hypocrisie. Il a tout à fait raison, de l'hypocrisie de la communauté internationale. Et il s'agit également de notre propre faiblesse. Nous avons un atout. Aujourd'hui, nous sommes le premier poumon de la planète. Et nous ne parvenons pas, parce que nous nous considérons nous-mêmes faibles, nous ne parvenons pas à imposer nos désirs, à imposer nos attentes. Parce que nous ne sommes pas capables de le faire, je ne sais pas trop pourquoi. Je prends un exemple simple. 40 000 mégawatts peuvent être produits sur le site d'Inga. Quel projet nous, Congolais, apportons à la communauté internationale pour leur dire « vous ne voulez pas venir investir Inga, vos histoires de COP, on ne vient pas ». On commence par ça. On marque notre présence par des positions tranchées, des positions dures. Déjà, les débats en interne, on parlera d'une politique de la chaise vide. On s'en fout. La politique de la chaise vide pour obtenir mieux, ça vaut la peine. Parce que là, en ce moment-là, vous dites aux Chinois, parce qu'eux, ils sont... Ah ben, il y a même les critiques chinoises qui apparaissent derrière vous. Vous dites aux Chinois, venez, coupez les arbres, tous les arbres qu'il y a là-bas, importez ça, et puis mettez-nous Inga. C'est jouable. Et vous verrez, tout le monde va se mettre en mouvement. Parce que si vous êtes déterminé et ils sentent que vous êtes sérieux dans ce que vous faites, vous avez un plan sérieux de développement du site d'Inga, par exemple, ils viendront rapidement pour ne pas rater de prendre le train à la gare. Donc, il nous appartient donc de mettre sur la place publique des projets bancables, des projets sérieux, des projets sur lesquels nous-mêmes nous croyons. Parce que nous croyons et nous acceptons de les porter. En ce moment-là, les autres vont nous respecter et les autres vont nous donner. Si le Rwanda avait 3 milliards, nous, on peut en avoir 30. Et Dieu seul sait combien on peut réaliser avec 30 milliards de dollars en termes d'investissement. Maintenant, combien de routes on pourrait construire et ainsi répondre un petit peu aux factures représentées par Amédée. Oui, il présente régulièrement cette facture. Les facteurs Amédée, moi. Je pense que c'est même une facture que nous devrions tous avoir en mémoire. Ça permet aussi à la population congolaise de juger les dirigeants. Aucun dirigeant ne pourra construire 58 000 km de route en 5 ans. Impossible. Mais si en 5 ans, on peut dire ce gouvernement, ce régime va construire 5 000 km, on peut voir l'impact et apprécier les réalisations qui ont été faites. Chaque fois que nous, on commencera aussi à marteler pour que les dirigeants, pour que la population connaisse l'étendue du travail à faire, nous aurons rendu service à tout le monde, à la population et aux gouvernants, ainsi qu'aux partenaires. Parce que souvent, ils ne sont pas au courant de ce qu'il y a comme besoin. Et on juge sur les superficiels, ce qui est fait de manière conjoncturelle. Et tout le monde juge la gouvernance du pays à partir de ça. Alors, élaboration d'un plan stratégique pour l'amélioration du climat des affaires. Que fait-on de la feuille de route élaborée tout récemment par l'ANAPI? Une forme de superposition de programmes ou de la complémentarité? Faustin Koudiassala. Ce qui m'a étonné, c'est que, vous savez, dans notre pays, on a cette manie de vouloir toujours réinventer la roue, même si elle existe. Parce que je me rappelle quand on a créé l'Agence nationale pour la promotion des investissements, c'était même une initiative soutenue par la Banque mondiale à l'époque. C'est quand on renouait en 2002, dans les années 2002, avec les institutions internationales. C'est alors qu'on a proposé à ceux que nous, voilà, pour assainir le climat des affaires, il fallait bien créer une agence qui soit la porte d'entrée pour tout investisseur. Et avec les rapports Doing Business de la Banque mondiale, même si elle a été par après suspendu, c'est alors que l'ANAPI a pris de l'ampleur. Parce que là, il fallait que nous améliorions notre notation en termes de climat des affaires. Bon, aujourd'hui, parce que quand on parle d'amélioration du climat des affaires ou promotion des investissements, en tout cas, le point focal,
le point focal, c'est l'Agence nationale pour la promotion de l'investissement, aussi bien au niveau national qu'au niveau provincial. Parce que l'ANAPI a même déployé des antennes, au niveau de province. Mais c'est étonnant que des communs accords, c'est-à-dire, parce que l'ANAPI est sous tutelle du ministère du Plan, donc elle ne peut rien entreprendre sans avoir l'autorisation de sa tutelle. Il y a une feuille de route depuis lors, une feuille de route pour l'amélioration du climat des affaires, qui centralise toutes les actions au niveau national et provincial pour parvenir à garantir une sécurité juridique et judiciaire aux investisseurs. Mais c'est étonnant qu'aujourd'hui, en Conseil des ministres, c'était le vendredi passé, c'est le chef de l'État qui a souligné et qui a soulevé cette question dans sa communication. Il a annoncé au gouvernement que non, il va se servir de sa cellule climat des affaires, qui depuis toujours au niveau de son cabinet pour élaborer un plan stratégique pour l'amélioration du climat des affaires. Bon, on se pose la question, comme vous l'avez fait au début, est-ce que c'est un plan stratégique qui va remplacer la feuille de route qui venait d'être adoptée tout à l'heure, c'était au mois de juin. Oui. Au terme d'une retraite, là, au niveau de Village Vénus, dans la commune Lancélé. Toutes les parties étaient là, aussi bien l'administration, et même la cellule la cellule climat des affaires était même associée à ces discussions. Il y a une feuille de route qui est adoptée, qui a été soumise à l'approbation du Conseil des ministres. Alors que l'adoption de la feuille de route est en cours, on vient pratiquement court-circuiter le processus. On dit, nous, voilà, on n'est plus sur cette trajectoire, la feuille de route, on va maintenant élaborer un plan stratégique. On se dit, mais finalement, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Et la grande nouveauté, c'est que l'élaboration de ce plan stratégique ne sera pas pilotée au niveau de l'ANAPI, mais elle est pilotée à la présidence, placée sous la coordination de la cellule climat des affaires. On s'est dit, mais finalement, on déplace les débats vers la présidence. Que fait le gouvernement, finalement? Parce que quand on parle d'amélioration du climat des affaires, le gouvernement a un interlocuteur, c'est l'ANAPI. Et quand on déplace tout ce qui est climat des affaires, on ramène ça à la présidence. Est-ce qu'on en fait une exclusivité de la présidence? Que fait-on finalement des initiatives qui sont déployées jusqu'alors au niveau du gouvernement? Ça, ce sont toutes les interrogations. Ce sont des questions qu'on se pose. Et les risques, évidemment, les risques, vous l'avez dit, les risques, c'est que d'abord, on va se retrouver. Il y a même un adage qui dit on ne poursuit pas des lièvres à la fois. Parce qu'il faudrait abandonner l'un au profit de l'autre. Voilà. Donc il y aura certainement télescopage. Et on va se disperser. Parce que normalement, quand un investisseur arrive chez vous, on parle du climat des affaires, ce n'est pas par rapport à nous-mêmes, c'est plus par rapport à l'extérieur. C'est-à-dire quand quelqu'un arrive chez vous, on sait que la porte d'entrée, c'est l'ANAPI. Et quand on lui dit non, bon, finalement, si tu vas entreprendre chez nous, ce n'est plus l'ANAPI, il faut aller à la cellule climat des affaires, parce que c'est elle qui centralise tout ce qui est amélioration. Vous voyez ce que ça fait. Cette dispersion-là risque d'être contre-productive. Avec un seul bureau à la cité de l'OUA, avec les difficultés d'accès. Donc il faudrait quelque part qu'il y ait quand même unicité dans les structures et puis unicité dans l'action. Ok. Amédée Morabou, est-ce que là n'est pas justement un élément symptomatique à la mauvaise réflexion de cette cellule climat des affaires, qui est presque depuis toujours en télescopage avec l'ANAPI, malgré les efforts consentis de la part du gouvernement? Bon, d'abord, je vais commencer à réagir un peu à ce que Faustin vient de dire. Le climat des affaires, ce n'est pas seulement pour les investisseurs étrangers. Hein. Ouais. C'est avant tout pour les Congolais. Puisque ce que nous aurions voulu dans notre pays, c'est qu'il y ait un écosystème qui permette à chaque Congolais d'entreprendre et de faire de bonnes affaires, déjà. Si déjà nous-mêmes, nous faisons de bonnes affaires, nos entreprises marchent normalement, ça donne une bonne image du pays et ça va permettre l'attractivité du pays. Il a peut-être contextualisé, dans le cas de la RDC aujourd'hui, l'investissement le climat des affaires, ça concerne autant les Congolais que les potentiels investisseurs étrangers. Bon, alors, par rapport à ce plan stratégique, moi, je pense que le plus important, c'est quoi, au fait? Le plus important pour nous, c'est d'avoir un écosystème où toutes les affaires peuvent marcher normalement. C'est ça qui est le plus important. Aujourd'hui, Faustin venait de le dire, l'ANAPI, ça fait 20 ans qu'elle existe. Ça fait plus de 20 ans même. Puisque c'est autour de 2002-2003. Donc ça fait plus de 20 ans que l'ANAPI existe. Et pourtant, il y avait les guichets uniques où on pouvait créer l'entreprise en 3 jours. Mais aujourd'hui... Il y avait où il y en a encore.
Aujourd'hui, on a juste changé, c'est plus 3 jours, c'est 3 mois. Voilà, ce n'est plus possible. Dans la pratique. Comment est-ce que c'est normal? Alors que... On a été rattrapé par la réalité. Non, c'est toujours, on n'a pas la changé, réalité de l'administration. Voilà. Alors que nous sommes un pays qui avons besoin d'investissement, qui avons besoin du développement, comment on doit compliquer? Non, ce n'est même pas compliqué. Comment on doit mystifier juste les formalités administratives des créations, par exemple, d'une entreprise? Ce n'est pas normal. Donc, pour moi, je pense que le gouvernement et même le président de la République, il devait être pragmatique. Le plus important, c'est de créer cet écosystème-là. Et pour créer un tel écosystème, l'État congolais a une très grande responsabilité. Moi, j'ai toujours plaidé pour qu'il y ait cette discrimination positive, par exemple, qui veut que, par exemple, l'État congolais, pour chaque marché qu'il doit passer, il doit passer des marchés avec des entreprises où il y a au moins 50% des capitales des Congolais. Voilà. Ça, c'est une disposition positive qui permet à ce que les Congolais qui font les affaires avec l'État puissent suffisamment gagner et que on puisse créer des champions, on puisse créer véritablement des millionnaires. Donc, moi, je trouve, je ne m'explique pas que des années et des années, on ne parvient pas à assainir notre climat des affaires, à assainir notre justice, de manière à ce que... Donc il y a nécessité de repenser à notre programme, mais à la suite d'un programme, d'une feuille de route déjà établie avec votre consentement. D'être plus pragmatique, puisque le plan stratégique... Mais est-ce que ce qui s'est fait du pragmatisme... La feuille de route... Est-ce que ce qui est fait, le plan stratégique proposé, est pragmatique à votre avis? Il n'est pas encore... élaboré. C'est la feuille de route qui est là, mais on ne l'a pas encore appliquée. C'est ce que je dis. Est-ce que pour vous, un plan stratégique, parce qu'un plan stratégique, on suppose que il faut, en termes d'input, il faut quoi? Il faut réunir encore les partenaires, avec l'argent de l'État encore, et puis rediscuter presque sur les mêmes termes. Est-ce que c'est pragmatique à votre avis? Pourquoi ne pas se servir de conclusion, de l'accord et dégager une stratégie? Ah, je me pose la même question, cher ami. Mais je pense je crois que Serge Seka peut-être va pouvoir répondre à cette question-là. Pourquoi ne pas s'inspirer des discussions engagées par l'ANAPI et à la suite, s'il faut dégager une stratégie pour être un peu plus pragmatique, comme le dit Amédée, on le comprendrait, tout en mettant ensemble les différentes parties. Je crois que le plan stratégique, je pense, et je touche du bois pour que ça soit ainsi, pour raison de cohérence, que le plan stratégique s'appuiera sur la feuille de route, parce que même... si on veut définir les termes, le plan stratégique est supposé être beaucoup plus englobant que la feuille. Alors, mais je pense que ce télescopage-là que nous entrevoyons risque d'être contre-productif pour la République, dans ce sens que on va rentrer dans des guerres des tranchées, chacun voudra s'accaparer d'une zone d'autorité, des pouvoirs pour se prévaloir de meilleurs résultats, ainsi de suite. Et là, j'en appellerai au ministère du Plan, qui est membre du gouvernement, de faire en sorte que la cellule qui va être mise sur pied et l'ANAPI puisse converger, peut-être aboutir à la création d'une structure, d'un plan qui sera, je dirais, piloté de manière vraiment efficiente, parce que je suppose que dans l'ANAPI, après 20 ans d'exercice, il y a de compétences, il y a des gens, des habitudes qui ont été créées à la suite d'Anthony qui était là, Kikinzo, aujourd'hui directeur. Qui doit d'ailleurs aider l'ANAPI, parce qu'il a connu les mêmes difficultés. Moi, j'ai vu comment Anthony Kinzo a vendu le Congo à l'étranger. C'est vrai que ce qu'Amédée venait de dire, le climat des affaires, c'est pas seulement pour les étrangers, mais c'est une fenêtre exceptionnelle pour montrer les opportunités, parce que nous avons la poisse quand nous sommes à l'étranger, et le DG ne va pas me contredire. Quand on voit la RDC, on voit la guerre, on voit tout ce qui se passe à l'Est, mais quand vous y allez pour dire, vous venez chercher le lithium, venez chercher les coltans, venez manger les liboquets chez nous, ça pourrait paraître contradictoire. Il faudrait que les gens le disent. Mais aussi, le climat des affaires, c'est faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'opérateurs économiques congolais qu'étrangers. Ce climat des affaires, on va parler aujourd'hui des travailleurs chez les expatriés, mais il y a combien de riches, je ne parle pas des riches qui ont été dans la politique, des opérateurs économiques qui ont bénéficié des retombées un peu comme au Nigeria, ils sont devenus riches du fait de ce climat des affaires. Donc je pense, s'il y a lieu de repenser cela, de discuter, passez-moi la redondance, mais
nous allons prendre quelle direction et avec qui? Si c'est seulement pour faire la guerre des égos, alors ça sera du temps perdu, ça sera du télescopage qui n'en profitera. Merci Serge Nseka. Alors, on va prendre la troisième thématique, Soufré, pour des raisons de timing. Amédée Morabou, l'État s'éveille enfin en ce qui concerne les mauvaises conditions de travail des Congolais dans les sociétés des expatriés. Un Congolais qui me regarde me pose la question, ils se sont réveillés en faisant quoi exactement? En tout cas, cette question de travailleurs dans certaines entreprises tenues par les expatriés, ça date, je dirais, depuis des lustres. C'est depuis longtemps, pour ne pas dire depuis toujours, nos compatriotes sont exploités par certains entrepreneurs étrangers. Et ça, c'est connu du pouvoir public, c'est connu de tous les gouvernements, mais c'est comme si on avait muselé les différents gouvernements pour ne pas faire quoi que ce soit. Alors, c'est pourquoi moi je pense que cette fois-ci soit la bonne. Parce que on ne peut pas admettre que des Congolais, des milliers de Congolais, pour ne pas dire des millions de Congolais, soient exploités de cette façon-là. C'est-à-dire que ni ils n'ont pas de contrat de travail, ils sont payés selon le bon vouloir de l'opérateur économique, ainsi de suite. Et les conditions de travail, n'en parlons même pas. Donc tout ça, il était temps que le gouvernement se réveille pour taper, comme l'a fait le président de la République, taper les poings sur la table et dire qu'il faut qu'on y mette de l'ordre. Mais la façon dont le ministre du Travail et de l'Emploi a réagi, moi, ça m'a tiqué un peu, puisque la décision qu'il a prise, c'était de suspendre les activités des agences de placement des travailleurs. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Ici, il s'agit de mettre de l'ordre dans un secteur où il y a des millions de Congolais qui sont exploités. Ils n'ont pas de contrat. Allez voir ces entreprises pour que cet état de choses soit régularisé. C'est juste ça. Ils sont mal payés. Mais alors, c'est là que je voulais en venir. En fait, on ne doit pas non plus seulement braquer les projecteurs sur les opérateurs, les expatriés. Non. Est-ce que les Congolais qui travaillent dans d'autres entreprises des Congolais, et même dans l'administration publique, est-ce qu'ils travaillent dans les bonnes conditions? Non. C'est là que je dis que, en fait, c'est une question d'ordre général. Et pour résoudre cette question, c'est très simple. Il faut qu'on relève le revenu minimum du travailleur congolais. Si on relève les revenus minimum du travailleur congolais... un SMIC qui n'est presque pas appliqué. La réponse est là. C'est-à-dire que tant que si un Congolais est payé où qu'il travaille, que ce soit chez les Chinois, chez les Congolais ou chez l'État congolais, il est payé, c'est pas moi, 5 $ l'heure, mais on va résoudre ces problèmes directement. C'est ça le problème. Donc, il faut que l'État, il est aussi concerné par la question. C'est pourquoi je dis que c'est une question d'ordre général. Ça concerne tout le monde, pas seulement les expatriés. Parce que si on fixe seulement les expatriés, là, on prend juste une partie on prend le problème à moitié. On prend le problème à moitié. Regardez tous ces jeunes gens qui vendent dans les restaurants, dans les hôtels, tenus par des Congolais. Même les jeunes gens qui travaillent dans des banques. Combien ils sont payés? Est-ce qu'ils ont des contrats? Est-ce qu'ils ont une assurance maladie? Pas du tout. Moi, je pense que c'est une question beaucoup plus large que l'État prenne la résolution d'augmenter le revenu minimum des Congolais de manière à ce que tout le monde s'en tienne à ça, et même l'État congolais. Voilà. Bienvenue Bakoumania. J'ai l'impression que c'est plutôt Amédée qui s'est réveillé avec une belle proposition que le gouvernement qui n'a fait que déclarer et taper du poing sur la table. Non, Amédée a argumenté comme il se doit. Il faut relever les SMIC, il faut que tout le monde respecte les SMIC, à commencer par les gouvernements. Si le gouvernement lui-même donne l'exemple, les autres suivront. Mais il n'est pas tard de bien faire. À ce niveau-là, le gouvernement le respecte. Le gouvernement est bien au-delà. Pour un agent en recrutement, le gouvernement, c'est bien plus que le SMIC. Exactement. Est-ce qu'il ne faut pas relever ces SMIC pour le conformer à la situation sociale, à la situation sociale du moment? Voilà. Est-ce que les SMIC permettent à quelqu'un de manger décemment du 1er au 30? Du 1er au 30, ce sont des questionnements
pour lesquels nous devons solliciter du gouvernement des réponses et pour lesquels le gouvernement doit trouver des réponses. On est gouvernement justement pour trouver des réponses. Le problème par les conjoncturels, vous pensez? Non, d'améliorer le contexte. C'est structurel. Ça, c'est structurel. Ce sont des réponses structurelles. Ce n'est pas conjoncturel. C'est des réponses structurelles pour lesquelles les privés doivent suivre l'exemple du gouvernement si le gouvernement paye décemment les agents comme vous le dites. Surtout que l'objectif principal du quinquennat, de ce deuxième quinquennat du président de la République, c'est l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Oui. Alors, et pour ça, il faut mettre quelque chose dans la poche du Congolais. Faustin Koudia-Sala, tout à l'heure, Amédée semblait opposer la décision de la ministre de Travail. Je crois qu'on a changé, on est encore dans emploi, prévoyance sociale, je ne sais pas. Prévoyance sociale, on a renvoyé à la santé. Ouais. De pouvoir fermer temporairement certains contrats de placement des travailleurs, qui aussi est une forme de vouloir faire respecter, voire un peu plus clair sur le type de contrat et les conditions de travail des compatriotes. À quel moment cela est contradictoire avec la décision prise de pouvoir toucher un peu ces secteurs-là? Bon, regardez, c'est ce qui se passe le plus souvent quand un problème est mal posé. Quand un problème est mal posé, on finit toujours par prendre de mauvaises décisions. Okay. Parce que vous savez, quand vous lisez le compte rendu du gouvernement, là, je vais vous lire à la fin, c'est-à-dire les motivations. Là. Quand le président enjoint au ministre de l'Emploi et du Travail de mettre tout en œuvre pour sécuriser les travailleurs congolais, il dit à la fin, il faut pour faire respecter toute la réglementation de la République en matière du travail et veiller à l'application de sanctions prévues. C'est révélateur. C'est que le coupable est connu. Parce que la réglementation est là. Même les sanctions qui sont prévues sont là. Mais qui ne les applique pas? Et pourquoi on ne les applique pas? Voilà. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Vous savez en termes de rémunération, dans la politique nationale de rémunération, l'État est souvent le principal catalyseur. Parce que le secteur privé n'a d'exemple que le secteur public. Quand déjà le secteur public ne sait pas s'occuper de ses propres travailleurs, les privés, en fait, quand vous comparez la rémunération dans le secteur privé et la rémunération dans le secteur public, il faut les prendre un peu comme les taux directeurs de la banque. Tout le monde s'aligne sur ça. Si le secteur public paye mal ses agents, certainement les privés vont faire de même. C'est que quelque part, il faut responsabiliser l'État, il faut l'interpeller. Okay. On s'est félicité dernièrement quand on discutait du projet de budget 2025, qu'on a ramené les crédits aux investissements au niveau de 48%, plus de 48%. Ça, c'est déjà un pas. Parce que chez nous, pour décourager toutes ces initiatives, toutes ces maltraitances-là dans le secteur privé, il faut que l'État soit fort. Il faut que l'État devienne producteur. Parce que dans un pays, les plus grands employés, même quand vous allez aux États-Unis, ailleurs, en France, tout ça, les plus grands employés, c'est l'État. Et quand l'État prend en charge ce travail correctement, le secteur privé s'aligne. Aussi longtemps que notre secteur public est faible, les gens qui sont dans le secteur privé vont imposer leurs lois. Aujourd'hui, on s'en prend aux expatriés parce qu'ils sont plus visibles. Mais qui gère notre économie? Ce sont ces gens-là, des étrangers. Alors, donc on souffre de nos propres turpitudes. On a laissé aux autres gérer notre économie. Maintenant, ils font n'importe quoi. C'est qu'il faut inverser. Okay. La meilleure façon de décourager les privés, il faut inverser. Il faut que l'État s'approprie maintenant son vrai rôle. Pas seulement des régulateurs, mais il faut que l'État devienne producteur. Et si on a prévu 48%, comme on l'avait souligné dans le budget 2025, pour que l'État commence enfin à produire, au lieu de consommer simplement comme il le faisait depuis tout le temps, là c'est déjà un pas. Ok, c'est déjà un pas, mais il faut que l'État s'implique. À ces niveaux-là, je reste sur la question principale. La ministre a commencé à trouver pour secteur prioritaire les agences de placement, pendant que l'ONEM est presque par terre. Mais justement, je pense que le ministre est apparu... Est-ce qu'on n'a pas prêté le flanc, justement, à ceux qui en ont fait un modèle économique et en ont profité? Apparaît au plus près. Peut-être, certainement, dans ce que le ministre est en train de traiter là, il y a du vrai. Parce qu'en discutant avec certains amis, frères qui travaillent dans ce secteur-là, le contrat qu'ils ont avec le maison de placement et ce qu'ils perçoivent en réalité, il n'y a pas de comparaison. Mais pourquoi nous arrivons à cela? Et nous revenons à notre débat quand on traitait de climat des affaires, parce que ces investisseurs sont dans des territoires conquis. Et ils sont dans des copinages avec certaines autorités ici. Vous ne pouvez rien leur dire.
Il peut vous arrêter avec un coup de téléphone. Un ministre et un officier supérieur de l'armée peut se déplacer. Il répond au doigt et à l'œil à ces gens-là. Il y a des aspects qu'on ne peut pas dire, qu'on n'écrit pas, mais qui entrent en ligne de jeu. Ils sont vraiment en territoire conquis. Est-ce que nous pouvons nous permettre d'aller dans le pays d'origine de ces expatriés, faire ce qu'eux sont en train de faire chez nous? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Même le niveau d'investissement qu'ils ont ici, il n'y a pas de réciprocité au regard des lois qui régissent leur pays, quoi. Ils n'ont pas besoin de climat des affaires là-bas, ils n'ont pas besoin de l'argent des autres là-bas. Pourquoi chez nous ça doit être perméable? À un certain moment, au-delà de la loi, au-delà de la volonté, il y a des pratiques malsaines qui ont duré depuis des années, qui ont fait que le travailleur congolais chez les étrangers est vraiment... Mais il y a une question que je pose autour de la table et que celui qui se sent prêt va répondre. Quand il a décidé de suspendre ses contrats, comment fait-elle pour protéger l'emploi de ce genre? Il y a plus grave, c'est que le ministre a donné un coup d'arrêt aux activités de l'emploi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis MONUSCO, j'ai besoin de 5 ingénieurs. La MONUSCO recourt toujours aux agences de placement. Mais il ne peut pas le faire parce que ces agences sont censées ne pas travailler. C'est-à-dire qu'il a mis un coup d'arrêt aux activités d'emploi. C'est très grave. Avant de peut-être en parler, est-ce qu'on a pris des dispositions pour protéger le travailleur congolais dans cette décision? En fait, Gardi, il ne faut pas se leurrer. Il faut appeler les chats par son nom. C'est une décision émotionnelle. Parce que c'est que vous appelez les maisons de placement en termes simples. C'est-à-dire c'est la sous-traitance dans le secteur de l'emploi. Exactement. Est-ce que la décision de la ministre, on sait dans notre pays quelle est l'autorité qui gère la question? C'est parce qu'en fait on a réduit l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, au seul secteur minier. Comment un ministre peut se réveiller un matin, il va empiéter sur les prérogatives sans pour autant parler d'une structure? Il pouvait se concerter, aujourd'hui on se retrouve avec, vous suspendez le contrat, oui. Mais ces gens-là, ils sont déjà liés. Parce que même pour améliorer un secteur minier, il y a eu un travail de fond sans pour autant... Il faut quand même y avoir des paliers. Il faut mettre en place des paliers. C'est-à-dire, bien sûr, il y a des mesures. C'est vrai qu'il y a ces travailleurs, surtout ceux qui sont recrutés via des maisons de placement, ceux qui reçoivent comme rémunération. Ça n'a rien à voir avec ce que l'entrepreneur paye réellement à la sous-traitance. C'est vrai qu'il y a des irrégularités à corriger. Mais quelquefois... Quand on est responsable, surtout quand on est un dirigeant politique à qui l'État a attribué le pouvoir public, il faut prendre du temps d'analyser un problème, de poser le vrai diagnostic et de prendre les bonnes mesures. Il ne faut pas se réveiller un matin parce que le chef de l'État nous a interpellés en conseil des ministres. J'arrive chez moi au bureau le matin pour un communiqué et puis bon. Je ne me soucie même pas des conséquences qui vont s'en suivre. Est-ce qu'il y a même des mesures pour suivre effectivement s'il y a cessation de je pense que Gardi, le vrai problème est que dans certains domaines tels que dans celui-là, le secteur du travail, on ne traite pas les dossiers prioritaires. Je ne pense pas que le problème ait été posé quand le président de la République l'a soulevé en Conseil des ministres. Est-ce que tous les ministres qui sont passés dans ce département ont eu le temps de vouloir résorber les ressources pour ce problème? Non. On attend que ça explose pour parer au plus pressé et essayer de prendre des solutions cosmétiques pour montrer que nous gérons. Mais on gère quoi? On va en sortir avec quoi? Quand on va demain rétablir toutes ces agences-là, qu'est-ce qu'on corrigerait en ces moments-là? Donc on est dans l'émotionnel. Peut-être l'encadrement et la rémunération des agents. Dans le premier degré et ça va pas beaucoup changer. Oui, Serge vient de dire, il y a eu explosion. Il y a eu des manifestations ici à Kinshasa. Oui. Il fallait trouver une réponse. Oui, il fallait trouver des réponses. Moi, je pense que ça se justifie par ce fait-là. C'est une des réponses. Est-ce qu'elle est appropriée? Est-ce qu'elle est adaptée? Ça, c'est une autre paire de manches. Mais pour le moment, il y a eu une réponse, une question qui s'était posée, il y a eu un problème. Pour apaiser, apporter de la calmie. Oui, le gouvernement a estimé que le premier palier de la réponse, c'est de suspendre et de voir clair. Oui. On ne peut pas l'en empêcher. Non, ça, c'est pas le gouvernement. C'est le ministre qui a estimé. Non, mais le conseil Quand le DG lit le gouvernement, on suppose que c'était une décision posée en conseil des ministres et délibérée. Mais c'est dans ses prérogatives. Il faut dire clairement que le problème a été soulevé dans une communication du président de la République qui n'a donné aucune orientation d'ailleurs.
Et le ministre de l'Emploi et du Travail, certainement pour plaire à son chef, apporte Non, la non, réponse. c'est dans ses ça c'est ma lecture évidemment, pour plaire à son chef. Non, voilà, je prends déjà une telle décision. Mais le DG dit que non, voilà, il y a un problème qui a été posé parce qu'il y avait des tensions au niveau... Si, il y a eu des tensions qui a conduit le chef de l'État à demander le regard du gouvernement. Non, je sais. Et à la ministre. Et le DG a dit comme il fallait parer au plus pressé, on devait d'abord stopper l'hémorragie. Malheureusement, quand on a stoppé l'hémorragie, on a ouvert une autre brèche. Maintenant, ces gens qui ont été casés par une maison dont les activités ont été suspendues, quel sera leur sort? Ben, eux bénéficient du moratoire. Continuez à travailler. Donc on a juste déplacé le problème. Ne vous en faites pas, ça c'est moi qui ai tenté de répondre. Je crois que j'estime qu'ils sont en train de travailler pour paraître plus pressés. C'est ça le problème. On travaille d'abord et puis on prend des décisions. Ils sont dans une situation... Vous venez de dire, la réflexion est la plus grande forme d'action. Donc il faut réfléchir. Donc continuez à réfléchir. Absolument, pourquoi pas. Donc on va faire un exercice simple en une minute chacun. On va prendre la dernière thématique parce qu'on est déjà largement en dehors du temps. L'impact des embouteillages dans le ralentissement de la productivité à Kinshasa. Serge, je sais que c'est une question qui vous tient particulièrement à cœur et vous aimez beaucoup cette question-là. En fait, j'ai envie de dire, est-ce que la solution conjoncturelle apportée par le ministère des Transports apporte un résultat à la limite après? Non, je pense que c'est une réponse palliative, mais qui ne répond pas à une ville de plus de 20 millions d'habitants, dont la mobilité est réduite juste à quelques artères ici. Derrière nous, ici, il y a le rail. Moi, une fois, vers les années 80, pendant la transition de Mobutu, j'ai pris le train de Kinsuka, Carigres, jusqu'à Limete, 4e rue. On pouvait prendre le train et aller jusqu'à Massine, aller jusqu'à l'aéroport, Riflar, jusqu'à Congo Central, début de Congo Central ici. Et derrière ici, la ministre des Infrastructures et des Affaires foncières venait déposer une première pierre pour construire, pour la construction des bureaux de ces agents. Et on a déterrer le peu de rails pendant qu'on parle de projets métroquines et tout le reste. De l'autre côté, il y a le rail, il y a le boulevard, il y a des maisons. Si on naviguait à vue, que c'est comme s'il n'y avait aucune coordination. Et le ministre provincial de transport, Boba Misso, est descendu sur place pour constater qu'on était en train on avait déterré pratiquement. La question pragmatique. Mais pardon. Quel est l'impact de cet embouteillage sur la productivité? L'État est en train de prendre des millions et des millions chaque jour parce que si je prends les heures de travail, je les convertis en francs congolais ou en pour dollars. Une société à forte proportion libérale. Et vous ferez l'impact est très faible. Vous ferez l'idée de ce que l'État est en train de perdre. Je crains que les 18 milliards ne puissent pas être atteints, mais peut-être qu'on pouvait doubler les 18 milliards si tout le monde pouvait être à son lieu de travail le matin et travailler 8 heures exactement. On pouvait rentabiliser. Donc, est-ce que Serge tout le monde est en train de voir ça? Merci Serge Seka. Amédée Morabou, on va pas se voiler la face. C'est une société où beaucoup sont, la majorité est dans l'informel, ceux qui peuvent se nourrir encore. S'il faut parler de ceux qui travaillent pour le compte de l'État, nous connaissons tous comment ça se passe là-bas. Quel est l'impact justement de ces embouteillages dans la productivité de chaque Congolais? L'impact est énorme. L'impact est énorme. Parce que c'est parce que peut-être il n'y a pas des agences qui puissent des indicateurs par rapport à ça. Mais sinon, l'impact est énorme. Écoutez, un travailleur qui fait 3 heures dans les embouteillages sur une distance qu'il utilise régulièrement à 45 minutes, mais il fait 3 heures pour arriver sur le lieu de travail, à l'aller comme au retour. Donc, plus de 2 heures chaque jour. Ça fait 4 heures par jour de perdus dans les embouteillages. Pour des raisons de pragmatisme, Amédée Morabou, prenons un cas précis. Un agent qui travaille, je prends au secrétariat général de l'EPST, qui arrivera pour toute une journée juste pour exécuter une seule tâche. Faire signer un document et repartir. Quand vous dites qu'il arrive 3 heures après, en quoi cet embouteillage, ce retard, impacte sur l'efficacité de son travail quand on sait qu'il n'en a vraiment pas assez? Non, pourquoi tu dis ça? Il n'y a pas non, moi j'ai posé un cas précis. De l'administration publique. Là, tu vois les gens d'un travail marginal. Non.
Je prends pas marginal. Même un gradé, même un Il y a d'autres qui ont encore 10 cases par jour quand même. je prends même un directeur. Non, il n'y a pas que les gens, les fonctionnaires de l'État qui travaillent à Gombe. Il y a aussi ceux de privé, ceux qui sont dans le supermarché, les banques et autres. Donc, quelqu'un qui perd 3 heures comme ça dans les embouteillages et arrive en retard, non, mais c'est une perte énorme. On ne sait pas calculer ça. C'est énorme. C'est pourquoi je reviens encore. Vous savez, dans d'autres villes, dans des villes modernes aujourd'hui, on favorise quoi? On favorise les entreprises de transport de manière que même les privés qui ont des véhicules, ils préfèrent laisser la voiture à la maison, prendre le train, les transports en commun, parce que ça contribue à l'écologie, justement. Parce qu'aujourd'hui, si nous tous nous sortons avec des véhicules, pourquoi? C'est parce que les transports n'est pas bien organisés, donc il faut être dans sa petite voiture. Mais si les transports étaient mieux organisés, c'est ce que j'ai toujours dit ici, le structurel, mais beaucoup d'entre nous laisseraient leur voiture à la maison, ça réduirait le nombre de véhicules sur le peu d'artères que nous avons. Et voilà, c'est une des solutions. Donc voilà. Bienvenue Bakoumania. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que la donne transport est prise en compte par le gouvernement parce que Kinshasa est entièrement dépendant du transport par voie routière? Et moi, pour une mégapole, il semble que c'est impossible de parler de développement. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse sérieusement sur cette affaire des transports en commun. Je pense que c'est ça la solution. J'ai du mal, j'ai toujours eu du mal le matin quand je viens, parce que moi je sors tôt le matin, quand je vois comment les parents déposent les enfants, chaque enfant une voiture, vous vous rendez compte de ce que ça peut faire. Et lorsque vous êtes à Gombe par exemple, et ce sont des parents qui disposent de moyens, pourquoi est-ce que les écoles, pourquoi est-ce que le gouvernement, le gouverneur de la ville ne peut pas organiser les élèves, les parents d'élèves de l'école X qui obstruent la voie au niveau de Kitambo, hein, pour qu'ils s'organisent, avoir des bus? Surtout pour la plupart avec des parkings sur la chaussée. On éduque même nos enfants dans le vivre ensemble. Quand ils prennent le transport en commun ensemble, nous, quand on grandissait, on prenait le Sotraz. Hein? Nous prenions le Sotraz, nos amitiés, c'était nos fraternités. Nous avons compris comment on peut vivre en société. Nos enfants aujourd'hui, mais c'est des bourgeois. Des bourgeois. Chaque enfant vient avec une voiture et il y a 500 enfants, il y a 500 voitures. On ne peut pas continuer dans cette situation. Pour une école qui n'a même pas de parking. Et estimer qu'on ferme les yeux comme s'il n'y avait rien. Il y a des vrais problèmes. Moi, je prends mon exemple. Hier, pour quitter la CPE et arriver à un rendez-vous sur l'avenue de la Justice avec un autre mandataire, moi j'ai mis 3 heures. Lui, il a mis 3 heures. Imaginez pendant 3 heures, qu'est-ce qu'on n'aurait pas fait? On aurait beaucoup fait. La perte, le manque à gagner est énorme. Est énorme. Et le gouverneur de la ville, ce qu'il fait déjà, c'est bien, mais il doit fournir suffisamment d'efforts. Le ministre des Transports, la solution avec la voie, ce n'est pas la bonne réponse. Ce n'est pas la réponse appropriée. Il faut trouver une autre réponse, il faut trouver d'autres solutions. Hier, lors du débat africain de l'intelligence économique, on a partagé la table avec quelqu'un qui a présenté le projet de l'extension de la ville de Kinshasa. C'est ce qu'il faut faire, c'est ça la solution. On espère que ce projet-là ira loin, même si on se pose la question sur les sources de financement, parce qu'on n'a pas besoin d'un cité oasis, cité du fleuve bis, pour des quartiers de nantis et de bourgeois. C'est parce que le Congolais veulent. Sinon, on est arrivé à la fin. Merci à tout un chacun. Merci à Fossin Kodiasala, sans Moniré. Bon, allez-y. On doit chuter, exceptionnellement. Non, tu peux déjà chuter, il n'y a pas de problème. Les avions, tu dis. Voilà, allez, Serge Nseka qui était avec nous. Merci, Amédée Moirabou. Et bienvenue, Marie Bakoumania. De retour sur ces plateaux de Kiosque Eco. On souhaite prompt rétablissement à Guy Chungu qui a un sérieux problème de santé. Sinon, merci à la grande équipe technique derrière. Merci à des milliers de téléspectateurs de cette émission. On se retrouve très vite. Excellent week-end à vous et à très bientôt.